S'il y a une chose qu'il faut savoir sur moi, c'est que j'ai grandi à la campagne. Waouh, t'as une personnalité tellement développée. Donc pour vous illustrer un petit peu à quoi pu ressembler mon enfance, je vais vous mettre quelques petites photos. Et si vous connaissez un peu Miyazaki, mon enfance ressemble un petit peu à cet extrait de Mei dans Mon voisin Totoro. Papa, regarde-moi! J'ai l'air d'une grande avec ce chapeau. Oui, très grande. Mais où vas-tu? Je vais cueillir des fleurs. Regarde les belles fleurs que j'ai cueillies pour toi. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu la sensation qu'il y avait quelque chose d'un peu magique dans la nature. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une magie d'ailleurs qui sera à la fois bonne comme mauvaise en fait. La nature, elle peut donner des fruits succulents comme mortels. Elle peut donner des plantes qui peuvent vous guérir ou vous tuer. Et si on se balade, vous pouvez croiser des animaux trop mignons ou certains qui vont vouloir vous buter. Et puis, je sais pas si vous vous êtes déjà baladé un petit peu en forêt, mais c'est vrai qu'il y a des petites choses comme ça qui peuvent paraître magiques, comme si jamais vous croisez, je sais pas, un cerf qui se balade dans la forêt, il y a juste rien de plus magique au monde. Après, il est tout à fait possible que ma vision un peu magique de la nature vienne de ma culture. Vous ne serez pas sans savoir que notre culture ici, elle est quand même très influencée par les cultures gréco-romaines de l'Antiquité. Et dans ces cultures-là, la nature et la magie, elles ont toujours été fortement liées. Durant l'Antiquité, ce qu'on appellera ensuite sorciers et sorcières, à la base, c'était surtout des guérisseurs et des herboristes. Ils utilisaient les plantes qu'on trouve dans la nature pour concocter toutes sortes de potions et de remèdes. Ils étaient tout simplement en communion avec la nature, comme par exemple les druides, les chamans, etc. Donc en gros, rien de bien méchant. Bon, après, la réputation des sorcières, tout ça, c'est un petit peu parti en sucette, mais c'est pas la question ici. D'ailleurs, pour encore mieux comprendre ce lien entre la nature et la magie, il suffit de lire la définition que Eliphas Lévy fait de la magie en 1860. Donc la magie, c'est la science exacte et absolue de la nature et de ses lois. Et puis là, vous allez me dire, ok, elle est sympa ta définition, mais 1860, c'est pas genre un peu daté? Ouais, si, peut-être, mais c'est logique. Enfin, je veux dire, pour parler justement de ce lien entre la nature et la magie dans la fiction, j'ai choisi de le faire à travers deux personnes. Et celui que j'ai choisi pour l'Europe est né en 1893. Donc, on va dire que c'est à peu près les mêmes époques. Il s'agit bien sûr de John Ronald Raoul de Tolkien. Vachement long son nom en fait. Alors, je vous avoue que je ne vais pas vous faire une biographie complète de Tolkien. Et alors, encore moins une bibliographie, parce que son œuvre c'est un petit peu le bordel quand même. Mais en gros, puis vraiment en gros, ce qu'il faut savoir de Tolkien, c'est que sa passion, c'était la nature et notamment les arbres. C'est d'ailleurs pas pour rien que sa dernière photo a été prise près d'un arbre. Si vous connaissez un petit peu Tolkien, vous êtes obligé d'avoir au moins entendu parler une fois du Seigneur des Anneaux. Alors, je ne vais pas vous résumer le Seigneur des Anneaux, parce que déjà, ça, c'est le tome 1 sur 3, donc c'est très long. Et de toute façon, on va surtout s'intéresser à la scène d'introduction pour cette partie. Cette œuvre, que ce soit en roman ou en livre, commence en premier par nous décrire un peuple qui s'appelle les Hobbits. Bon. Par où commencer? Hein? Oui. À propos des hobbits. Alors, c'est pas du tout un choix fait au hasard, puisque Tolkien se décrit lui-même comme un hobbit. Il a d'ailleurs dit dans une interview, « En fait, je suis un hobbit en tout, sauf en taille. J'aime les jardins, les arbres, les cultures non mécanisées, etc. etc. » C'est un peuple plutôt petit, ouais, plus petit que moi, je vous jure, c'est possible, qui vit une vie paisible à la campagne, au calme, qui se mêle pas trop de ce qui se passe autour, etc. Ils vivent dans un coin qu'on appelle la comté, que Tolkien décrit d'ailleurs comme cet agréable coin du monde. Ouais, donc bon, alors, et la magie dans tout ça? Eh bien déjà, on donne souvent aux hobbits le pouvoir de disparaître. Mais en fait, c'est juste qu'ils sont petits et agiles et du coup, ils se planquent vite. Quittez la route! Vite!
Mais par contre, il y a deux autres preuves de la magie dans l'univers de Tolkien en rapport avec la nature. Le tout premier est en lien avec la Dame Galadriel et ne se trouve que dans le roman. Pour expliquer rapidement, Dame Galadriel, c'est la plus belle elfe qui existe. Et la communauté, pendant son voyage, finit par faire un petit séjour dans sa forêt. Et ce qui nous intéresse ici, ce sont les cadeaux qu'elle fait à la communauté avant que ceux-ci ne repartent. Si dans le film, elle offre au personnage de Sam une corde, dans le roman, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a dans cette boîte de la terre de Montverger, et elle est sous l'influence de la bénédiction que Galadriel est encore en état de conférer. Cela ne vous gardera pas sur votre route et ne vous défendra contre aucun danger. Mais si vous la conservez et que vous revoyez votre pays, en fin de compte, peut-être y trouverez-vous une récompense. Reverriez-vous tout stérile et devenu désert, il y aura peu de jardins en terre du milieu dont la floraison puisse rivaliser avec celle du vôtre si vous y répandez cette terre. Donc en gros, elle offre une terre bénie par ses soins qui permet de faire repousser des plantes dans une zone désertique. Et le second élément, ce sont ce qu'on appelle les Ents, et notamment Sylvebarde. Mais ça, j'y reviendrai dessus, notamment dans ma partie 2. Et de toute façon, si vous connaissez un petit peu Tolkien, la magie est présente un peu partout et semble entourer chaque chose. Quittons un peu notre magnifique Europe pour aller sur un autre coin du monde, le Japon. Alors là, il y a des chances que vous en doutiez un petit peu. Japon et nature dans la culture populaire, on va évidemment parler d'Hayao Miyazaki. Et plus précisément, dans cette vidéo, nous allons parler de mon voisin Totoro. Alors d'ailleurs, ça n'a aucun sens, j'ai la peluche du bébé Totoro en énorme, la peluche de Totoro en minuscule, et en plus il me manque la peluche du moyen Totoro. Un jour, elle sera mienne. Oh oui, un jour, elle sera mienne. Pour résumer un petit peu le film, le personnage de Tatsuo Kusakabe, le père, déménage avec ses deux filles à la campagne, donc Satsuki, 11 ans, et Mei, 4 ans, pour se rapprocher de leur maman qui est hospitalisée dans les parages. À peine arrivée, elle découvre une grande maison à la campagne avec un arbre immense, des gens extrêmement sympathiques, et en découvrant un petit peu cette nature et en apprenant un peu plus, elles finissent par découvrir des tas de petites créatures merveilleuses, dont évidemment les Totoro. Et oui, parce que s'il n'y avait pas Totoro, ça s'appellerait pas Totoro. Ça paraît logique. Dans la culture japonaise aussi, la nature et la magie sont extrêmement liées. C'est très chiant en fait. Donc au Japon aussi, la nature et la magie sont extrêmement liées, mais évidemment il ne s'agit pas de la culture gréco-romaine, hein, pas chez eux, il s'agit du shintoïsme. Alors je précise que j'ai fait beaucoup de recherches pour cette vidéo sur le shintoïsme, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc si jamais vous m'entendez dire de grosses bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Alors le shintoïsme, c'est une extrêmement vieille religion au Japon qui a évidemment évolué avec le temps. Dans le shintoïsme, on considère qu'il y a un dieu, si on peut dire, dans chaque élément de la nature. Alors ces dieux ou ces esprits, etc. sont personnifiés dans ce qu'on appelle des kami. Alors je vais pas vous faire la liste des kami, hein, parce que c'est le bordel, hein, en gros. Il y a une définition qui est un peu considérée comme la définition officielle, celle de Motoori Morinaga, qui dit: un kami est quelque chose d'extraordinaire et de supérieur qui inspire le respect ou la stupeur. Donc ça dépend un petit peu de la traduction que vous choisissez. Donc en fait, on voit que beaucoup de choses peuvent être considérées comme des kami et qu'il n'y a aucune distinction entre le bien et le mal. Mais évidemment, le plus important dans cette religion, c'est le respect de la nature. La nature, elle est omniprésente dans toute l'œuvre de Miyazaki, mais j'ai choisi de vous présenter la nature et le shintoïsme, donc la magie, dans l'œuvre, donc juste Mon voisin Totoro. Dans ce film, Totoro est considéré comme le maître de la forêt, donc on peut dire que ce serait un petit peu un kami. Moi je pense que c'est le maître de la forêt que tu as vu. Puis en plus il a des pouvoirs, hein, genre à un moment il fait cesser la pluie. Mais il faut savoir qu'un kami ne peut pas se manifester n'importe où, uniquement dans un lieu sacré. Donc la première apparition de Totoro se fait dans un camphrier géant, qui est un très grand arbre. Cet arbre. Papa, il y a un arbre géant en face de la maison. C'est un camphrier. Dans le film, quand le père emmène ses deux filles au pied du camphrier, on apprend que c'est un lieu sacré grâce à deux choses. Premièrement, pour y aller, il passe sous un torii, qui est une sorte de portail menant justement à un espace sacré. Et la seconde, c'est qu'il y a une corde, une shimewaka, qui entoure l'arbre, donc ça rajoute au côté sacré. Et puis bon, la petite prière à la fin, ça veut tout dire. Attention, saluez! Merci, beau camphrier, d'avoir gardé Mei. Protégez-la et protégez-nous. Merci de tout cœur.
La seconde apparition de Totoro, elle se fait à un arrêt de bus, ce qui ressemble à tout ce que vous voulez, sauf un lieu sacré. Mais juste avant sa scène d'apparition, la petite Mei découvre un petit sanctuaire dans lequel il y a une statue de renard qui est un kitsune. Et évidemment, ce genre de petit sanctuaire ne se trouve pas n'importe où, mais uniquement près d'un temple. Donc en gros, l'arrêt de bus, même si ça paraît bizarre, c'est un espace sacré. Ah, et puis quitte à m'enfoncer complètement dans des légendes japonaises auxquelles je ne connais pas grand-chose, parlons un petit peu du Shabus, ce personnage un petit peu bizarre qui rajoute justement de la magie. D'après ce que j'ai lu, il semblerait logique que le Shabus soit en fait un bakeneko, c'est-à-dire un chat âgé qui a le pouvoir de changer de forme. Alors en gros, c'est un chat, il s'est dit « On m'a dit que je pouvais devenir ce que je voulais, alors je vais devenir un bus ». Alors, je ne veux pas vous apprendre grand-chose, c'est contre que c'est un peu le but de ton émission en fait. Mais la nature, elle est polluée par l'homme. On le voit évidemment chez Miyazaki, un tout petit peu dans Mon voisin Totoro, Un ruisseau? et aussi un petit peu dans Pogno sur la falaise. De films qui sont d'ailleurs prévus pour un public plutôt jeune. L'homme, il a toujours cherché à dominer la nature, hein, c'est pas nouveau. Le problème, c'est que celle-ci, elle peut des fois se montrer beaucoup plus forte. Et du coup, la nature, elle peut parfois se révolter contre une humanité trop présomptueuse qui a voulu la dominer. C'est d'ailleurs ce que nous allons voir la semaine prochaine, notamment à travers le personnage de Sylvebard dans Le Seigneur des Anneaux, les 2 tours, que j'ai rapidement mentionné, et chez Miyazaki à travers le film Princesse Mononoke. Alors je vous invite évidemment à revoir ou voir ces films d'ici la semaine prochaine, si ça vous tente. En attendant, je vous propose de vous abonner et me suivre sur le Tipeee du pouce bleu, tout ça. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous fais de gros bisous. Bye!